plus qu'on va introduire les chiens pour dépister les cancers. Et oui, c'est vrai. Donc bon, là, on revient à ce qu'on disait au début. Il y a le marché de la santé, c'est le premier marché du monde. Donc ça, c'est sûr que... Mais je le sais comme vous. Oui, oui. Et moi, ce que je déplore, c'est que pour la santé, on considère que c'est un marché, comme le marché, par exemple, de l'oxygène. Aujourd'hui, ça va faire 30 ans que les cancérologues ont dénoncé les méfaits de l'oxygène dans les phases terminales de certaines maladies, notamment les cancers et les maladies neurodégénératives, mais on continue à mettre de l'oxygène sur des gens qui sont en fin de vie. Oui, il y a beaucoup d'incohérences comme ça, effectivement. Moi, j'appelle pas ça des incohérences. Alors que cette médecine devrait être une médecine intellectuelle arrivée au plus haut point de ses connaissances, aujourd'hui, elle est régressive. C'est-à-dire que on connaît de mieux en mieux les mauvais aspects d'utilisation de certains médicaments et de certaines formes comme l'oxygénothérapie, mais on continue à faire entrer des gens dans les hôpitaux pour pratiquer ces choses-là. Donc c'est pas de l'incohérence, c'est de la bêtise. Si vous le voulez, j'adhère à votre point de vue. Mais bon, pour continuer sur la comparaison, on le sait bien, il y a des tas de différences majeures, notamment par rapport à la prévention, par rapport à la prise en compte des causes, etc. Est-ce que vous... Mais la prévention, je vais vous dire quelque chose qui va vous parler certainement, c'est qu'aujourd'hui, on continue à soigner des zonas par le milieu hospitalier, alors qu'on sait depuis 3 ou 4 000 ans que le zona, avec 2 séances d'acupuncture, on arrive à les calmer, aussi dangereux soit-il. Les zonas crâniens, les zonas ophtalmiques, les zonas des organes sexuels, il faut 2 ou 3 séances d'acupuncture. Et ça ne revient jamais, ça ne laisse pas de traces. Est-ce qu'aujourd'hui, laisser les zonas à ceux qui calment le feu par imposition des mains, c'est faire preuve d'une certaine ignorance. Oui, parce qu'il y a mieux que ça, c'est ce que vous dites. Il y a mieux que ça, voilà. Donc la médecine traditionnelle nous amène dans certains cas à des incohérences, comme le disait le docteur Tomatis quand il était vivant. Il y a des choses qu'on peut soigner, puisque vous m'en avez proposé de le citer, les sons et les couleurs. Moi, j'ai produit des articles en 1984 sur les sons et les couleurs à la suite de travaux que j'avais fait avec les Tibétains. Et personne à l'heure actuelle ne se soucie d'utiliser dans le milieu hospitalier soit les sons, soit les couleurs, pas plus que les chiens. Mmh. Est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs un exemple de traitement possible par les sons et les couleurs? Bien sûr, vous avez des gens qui sont en pleine dépression ou en burn-out ou en dégoût de vivre. Il suffit de reprendre les pouls et de voir pourquoi ils sont en dépression et de leur faire vibrer. Moi, j'ai travaillé avec les diapasons qui sont réglés aux fréquences des planètes. Alors, bien sûr, on nous traite de charlatans à chaque fois qu'on fait ça. Mais quand vous avez des gens qui ont été arrêtés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans leur métier parce qu'ils étaient désynchronisés, on a pu, avec les diapasons, on a pu les remettre dans le circuit aux grandes dames de la médecine du travail qui ne comprenaient pas qu'on les ait soignés avec des choses qui ne sont pas réglementées. Qui ne sont pas réglementés et qui ne sont pas non plus visibles. Et c'est aussi une des caractéristiques de la différence, c'est qu'on utilise l'aspect vibratoire. Mais c'est l'aspect vibratoire. De toute façon, moi j'ai vu, puisque j'avais été renseigné pour aller faire quelques recherches là-dessus en Égypte, à Edna et à Edfou, j'ai vu l'utilisation de l'eau sur des messages qui étaient des messages écrits sur les pyramides, pas sur les pyramides, mais enfin sur des tableaux. On fait couler de l'eau dessus et les gens boivent cette eau et ils font de l'homéopathie quantique. Aujourd'hui, on parle de quantisme, mais les Égyptiens l'ont fait du quantisme bien longtemps avant nous. Hein. On n'a pas attendu le début du XXe siècle pour faire du quantique. Non, on n'a pas attendu. Et ça existe toujours pour les gens qui veulent s'y rendre compte. Ils peuvent lire les livres sur l'astrologie et l'astronomie égyptienne d'Albert Schlossman, qui est un monsieur très compétent, qui est décédé il n'y a pas tellement de temps, et qui nous a mis en évidence ce que c'était que
la médecine quantique en Égypte, qui avait aussi des notions très 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 évoluées de radionique. Mais ça, bon, on peut pas parler de radionique. Oh, bah, si vous voulez, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est, puisque vous avez utilisé le mot. Le radionique, c'est prendre conscience que dans l'univers tout vibre, comme l'a démontré Étienne Guillet, qui était un grand chercheur, qui a fait ses expériences également dans le tombeau de Séti Ier en Égypte, dans la vallée des rois, et donc qui a démontré que par certaines fréquences vibratoires, on arrive à remettre en route des circulations énergétiques qui étaient bloquées par un son particulier ou une couleur particulière. On revient à vos diapasons, à vos sons et à votre couleur. Alors pour rebondir sur cette notion de circuit énergétique, c'est ça aussi qui fait la particularité de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle s'appuie sur la circulation de l'énergie vitale dans des méridiens, ce que ne reconnaît pas la faculté de médecine, puisque ça ne se voit pas sous le microscope. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas essayé la pulsologie, on ne peut pas faire de suppositions parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Quant à prétendre que la pulsologie, il y a des paramètres impossibles à révéler par un instrument technologique, les Allemands s'y sont risqués, ils ont fait la démonstration, mais qui a été très très mal accueillie, cette démonstration, parce que les appareils étaient très compliqués à faire. Et il coûtait énormément d'argent, donc on a dit alors que ça existe en le faisant avec nos doigts, on va pas fabriquer des instruments qui seront rejetés par le corps médical, qui risquent de s'offusquer qu'un appareil puisse détecter des choses qu'ils n'ont pas pu détecter avec les radios, avec tous les appareils sophistiqués qui existent à l'heure actuelle. C'est ça, effectivement, à part se justifier, quel est l'intérêt de mesurer avec des instruments technologiques Alors, ça présente un intérêt, c'était de mettre en valeur ce que Étienne Guillet, qui était un grand chercheur, qui est décédé il n'y a pas longtemps, avait mis en évidence que tout ce qui est caché, tout ce qui a une fréquence vibratoire, peut être détecté. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les fréquences vibratoires, on s'en sert pas dans le milieu médical. Non, tout à fait. C'est bien ce point-là que je voudrais soulever, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de l'énergie vitale, ni de la mesure, ni de la correction. Exactement. Vous exprimez tout à fait bien ce qu'aujourd'hui, on occulte et on ne met en évidence que ce qui peut passer par les scanners, quels qu'ils soient. C'est ça, donc on reste sur une médecine matérialiste. On reste sur une myopie évidente par rapport à quelque chose qui existe depuis 4 ou 5 000 ans. C'est ça, une myopie évidente, c'est très bien dit. Alors je trouve qu'il y a d'autres éléments très différents dans l'approche de la personne malade en médecine traditionnelle chinoise, c'est que la médecine traditionnelle chinoise, quelquefois elle peut se passer, pratiquement toujours, elle se passe de la pulsologie, pour la bonne raison qu'elle est basée sur les 4 principes suivants. Voir, écouter, sentir, toucher en dernier, ce qui est la base des médecines traditionnelles, plus la chinoise que la tibétaine, que la vietnamienne, que d'autres qui sont faites par des chamans, c'est que le chaman, qui a été un des premiers praticiens de médecine traditionnelle, il voit en premier lieu, et un médecin ou un thérapeute, quel qu'il soit abardé d'un diplôme de faculté ou non, il doit en premier lieu voir, ensuite entendre, c'est-à-dire écouter le récit de la personne. C'est ce qui va lui donner les bases d'une orientation vers quelque chose qui n'a pas fonctionné normalement. Mais c'est d'abord quelque chose de sensitif. On passe par les organes des sens. Aujourd'hui, la médecine, elle veut faire autre chose. Non, elle suit des protocoles. Voilà, des protocoles. Voilà. Donc en fait, vous parlez quand même de cet être global que l'on... Oui, voilà. Quand on veut faire de la médecine, qu'on soit médecin ou pas médecin, il faut voir, écouter, sentir et toucher. Toucher en dernier, ça veut dire être en empathie avec son patient pour le toucher de la bonne façon pour qu'il puisse nous révéler ce qu'on n'a pas pu discerner par les 3 autres organes des sens. Mais ça passe surtout par la sensibilité.
Or, aujourd'hui, faire de la médecine par rapport à la sensibilité, qui est-ce qui s'en inquiète? C'est ce que les infirmières dans les hôpitaux déplorent. Il y a des tas d'écrits là-dessus. Personne ne s'en inquiète. Alors, on pourrait dire que le grand laissé-pour-compte de la médecine actuelle hospitalière, c'est aussi le vaste domaine émotionnel. C'est ça, voilà. Il y a de plus. Les Américains, aujourd'hui, sont en avance par rapport à notre pratique. Parce qu'il existe des dizaines d'ouvrages américains, traduits en français pour la plupart, qui parlent justement de ce que créent comme pathologie nos émotions. La moindre petite émotion peut être lourde de conséquences si le flux énergétique entre deux méridiens, entre deux pôles, entre deux organes, entre deux viscères ne s'écoule pas correctement. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les maladies que les Chinois ont attribuées aux entités viscérales. Qu'est-ce que c'est qu'une entité viscérale? C'est quelque chose de très simple. Un organe, il fonctionne, mais il fonctionne suivant sa forme. Et je dis bien suivant sa forme, il émet des vibrations. C'est ce que Étienne Guillet a très bien expliqué. Des fréquences vibratoires. Et donc, avec notre pouls, notre prise de pouls, on peut déterminer si ces fréquences vibratoires, elles sont présentes, si elles sont pas présentes, si elles sont déformées, si elles sont très déformées ou si elles sont désaccordées avec l'organe qui lui est associé. Prenons l'exemple d'un poumon. Aujourd'hui, on accorde une importance, je ne vais pas dire qu'elle est excessive, mais qu'elle est enfin reconnue. La fonction du poumon marche avec le gros intestin, c'est-à-dire à une fonction subtile, comme celle de la respiration, correspond à une fonction, il est marié à une fonction qui est grossière. La fonction du gros intestin, c'est d'évacuer la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Il faut appeler un chat un chat. Donc, plus une fonction est subtile, plus elle est reliée à une fonction grossière. Et les anciens savaient ça, ils le savent toujours. Dans nos campagnes, on savait très bien que les enfants qui étaient difficiles de santé, il fallait leur donner des purges, c'est-à-dire évacuer ce qui restait coincé dans le gros intestin. Mais les Chinois ont toujours connu ça. La médecine chinoise fait partie de ça. Rééquilibrer une fonction pure avec une fonction impure. L'impur et le pur, c'est comme la vie et la mort. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Ce sont des alternances d'état. Voilà, ce sont des alternances comme le Tao nous donne une image de ce qui est le début et ce qui est de la fin, mais ce n'est qu'une image. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est tout autre. Elle est au-delà de l'image. Alors, vous parliez d'entité viscérale pour préciser auprès des auditeurs. Donc, peut-être qu'il faudrait expliquer. Mais bien sûr, celui, par exemple, qui a de la colère depuis son enfance contre quelque chose ou contre quelqu'un, c'est qu'il a un foie qui est en dysfonctionnement. Simplement en le questionnant, est-ce qu'il va pas vous répondre spontanément « je suis en colère ». Mais si on le questionne dans la profondeur, on va s'apercevoir que en permanence, il vit avec la colère ancrée en lui. Celui qui est jaloux, il a une vésicule biliaire qui fonctionne très mal. Donc, c'est avec des plantes qu'on arrive à réguler aussi bien la jalousie que la colère en agissant soit sur la vésicule biliaire, soit sur le foie. Mais ça, les plantes, elles existent, elles ont toujours existé. Et plus personne ne s'en sert, même s'il existe des ouvrages très anciens qui datent du Moyen-Âge et dont se servent les naturopathes. Donc, ce que vous avez dit, écrit, que j'ai déjà entendu, c'est que nos organes sont des fabriques à émotions. Voilà, nos organes, chacun à leur façon, fabrique une émotion. Si par exemple on a de l'angoisse, il faut pas aller chercher à soigner le cerveau, ça vient pas du cerveau, ça vient du cœur. Donc il y a des plantes qui sont des plantes apaisantes et qui amènent une correction de l'excès d'angoisse. Moi j'ai soigné des gens qui étaient calés à des examens, même à des examens des grandes études, parce que le jour de l'examen, ils perdaient leur possibilité. Donc, en leur faisant une séance d'acupuncture sur des points correctifs du cœur, ils ont pu passer leurs examens. J'ai eu des remerciements très chaleureux de la part de gens qui, par la suite, sont devenus des gens très compétents dans le domaine
hautement intellectuelle. Donc on peut faire remarquer aussi que on divise les hôpitaux en Occident entre hôpitaux qui soignent le corps et hôpitaux qui soignent l'esprit, on va dire, et que ça n'existe pas du tout en Asie ou dans la tradition. Ah non, ça n'existe pas en Asie, ça. Donc j'ai travaillé dans les hôpitaux à Pékin et à Shanghai et dans d'autres hôpitaux perdus dans l'intérieur de la Chine, mais il n'y a pas cette séparation, ça n'existe pas. Nous, où un malade il est jugé psy et on l'envoie dans un univers psy où on va pas faire la liaison entre son fonctionnement organique et son fonctionnement émotionnel qui peut venir du cœur mais qui peut venir aussi de la vésicule biliaire, de la rate ou des reins ou du pancréas. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de cancer du pancréas et c'est un des plus meurtriers? Parce que les gens ne savent plus à quel saint se vouer, que ce soit dans leur profession ou que ce soit dans leur milieu familial ou ailleurs. Alors, est-ce qu'une médecine sans émotion, on pourrait dire sans compassion, ça forme des bons médecins pour vous? Vous connaissez certainement ma réponse. Oui, mais ça me fait plaisir de vous poser la question. Dans toutes les médecines traditionnelles, ce qui est mis en avant, ce n'est pas les connaissances intellectuelles, c'est la compassion. Donc, un médecin qui s'en va faire de la médecine parce qu'il n'a pas pu faire une autre faculté dans une direction différente parce qu'il n'a pas suffisamment de connaissances en mathématiques, puisque ce sont les connaissances en mathématiques qui vous permettent de vous orienter dans les grandes écoles. En médecine, on vous demande pas vos connaissances très poussées en mathématiques, mais il faut être bon en philo. Mais la philo n'a pas une grande place dans l'utilisation des médecines traditionnelles. Dans les médecines traditionnelles, de celles que j'ai vues en Amérique latine, en Chine ou ailleurs, la plus grande qualité du soignant, c'est la compassion. Aujourd'hui, la compassion, je vais peut-être faire un pourcentage qui est faux, mais je dirais que celui qui n'a pas de diplôme officiel par une faculté de médecine et qui se met à être dans les thérapies alternatives, il a un enjeu qui est lourd parce que il est répréhensible. Et aujourd'hui, la chasse aux charlatans, elle est plus grande qu'il y a 30 ou 40 ans. Alors pour changer de sujet, j'ai remarqué dans les commentaires d'internautes que beaucoup sont attachés à leur culture scientifique, avec souvent un regard moqueur, on en a parlé tout à l'heure, envers ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc c'est le label scientifique qui prime en médecine. Mais peut-être avec cette confusion qui fait se superposer la science et la médecine comme si c'était la même chose. Comment voyez-vous ce mariage obligatoire entre science et médecine aujourd'hui ? Ben, moi, je suis un grand lecteur et j'ai eu la chance d'avoir autour de moi et j'ai travaillé avec des grands noms de la médecine qui sont pas forcément des grands noms de la médecine officielle. Donc, j'ai un regard qui est un peu particulier. Je pense que si on a la compassion, au fur et à mesure que l'on soigne les gens, on est obligé de se pencher un petit peu sur ce que la médecine peut avoir de superposable à la science ou vice-versa. Et moi, je dirais plutôt que la médecine est supérieure à la science. Parce que pour étudier pour un domaine scientifique, il n'est pas besoin d'avoir beaucoup de compassion. Tandis que faire de la médecine, il faut d'abord au départ avoir beaucoup de compassion, être porté. C'est une chose qui peut être choisie, mais il faut un certain apostolat, je vais dire. Mais est-ce que c'est compatible avec la formation du médecin, occidental d'aujourd'hui, ce dont vous parlez? Aujourd'hui, non, on n'en est plus là. Parce que tous les appareils qui ont été inventés pour permettre à la science de prouver ce qu'elle ne peut pas prouver, parce que les émotions et les trucs comme ça, c'est de l'abstrait. On est dans quelque chose qui ne se pèse pas, mais qui existe. Et si on veut être un véritable scientifique, c'est comme avec les études qui sont faites par l'hypnose, on ne peut pas prouver l'hypnose. Mais si on est un véritable scientifique, on ne peut pas dire que l'hypnose n'existe pas.
Voilà. Par exemple, je voudrais parler quand même de cette evidence-based medicine dont on parle, qui prend vraiment toute la place là aujourd'hui en Occident en médecine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est parce qu'à l'heure actuelle, je pense que on va de plus en plus vite et de plus en plus sans modération vers l'intelligence artificielle. Donc, la nouvelle médecine essaie de se raccrocher à ça parce que elle n'a jamais fait le pas nécessaire pour aller remonter le temps et voir pourquoi les sciences, les médecines traditionnelles, qu'elles soient de Chine, d'Asie ou d'ailleurs, parce que les hindous, ils ont aussi leur médecine traditionnelle. Les Tibétains, ils ont leur médecine traditionnelle. Quand vous allez au Tibet, vous voyez des tambours où sont inscrites des inscriptions comme elles le sont en Égypte. Vous les voyez, vous en voyez partout. Vous voyez des banderoles, des banderoles de drapeaux de toutes les couleurs qui flottent au vent. Alors, prétendre que ça n'existe pas que c'est pour ceux qui ne croient en rien. Mais c'est pareil que de vouloir dire je ne crois pas en Dieu parce que je n'ai pas pu le prouver. Gilles Lérisson, d'où vient la maladie? Qu'est-ce qui fait que nous tombons malades? Ce qui fait que nous tombons malades, c'est que d'après Étienne Guillet qui avait étudié les fréquences vibratoires, c'est que nous sommes dans des ruptures de fréquences vibratoires. Les Chinois et les Asiatiques dans leur ensemble, les Tibétains et les Hindous en particulier, avaient fait des études et avaient laissé des écrits très, très, très importants sur notre liaison avec le cosmos et les vibrations qui viennent du cosmos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nie complètement l'influence de l'astrologie et de l'astronomie. Que ça soit d'une façon scientifique ou d'une façon de croyance ou de foi, je ne veux pas faire la différence. Mais c'est la dimension, surtout, qu'on le nie. Et si on se prétend être intellectuel et scientifique, on ne peut pas se permettre de faire cette abstraction. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de la dimension artistique dans le soin? Absolument pas, absolument pas. Parce que tout thérapeute qui a des résultats, souvent, il constate que ce n'est pas à la science qu'il le doit, mais à sa dimension artistique, c'est-à-dire comment il va pouvoir se servir de ces vibrations qui existent, qui entourent le patient, qui vivent à l'intérieur du patient. Et c'est à lui, en tant qu'artiste, à faire de ce patient un être nouveau, un être corrigé, un être qui a accédé à l'union qui se produit entre deux éléments qui étaient dissociés. C'est exactement le cas de savoir utiliser la peinture. Le peintre, on trouve son tableau beau ou pas beau, et dans le soin médical, quand la personne est au fond du gouffre, c'est une correction artistique qu'il remet debout. Une correction artistique, on en est un peu loin là quand même. On en est loin maintenant parce que le monde dans lequel nous vivons a cassé les codes. Et donc, comme il n'y a plus de codes aujourd'hui, vous le voyez bien avec ce qui se passe avec le coronavirus. Oui, hein. Ouais. Alors justement, si vous le voulez bien, je voudrais aborder maintenant l'énorme enjeu sanitaire auquel il faut faire face. Alors je ne parle pas du coronavirus justement parce que l'homme moderne est confronté à des problèmes d'un ordre nouveau qui n'existait pas il y a 50, 100 ans. Je veux parler des pollutions, tout azimut, qui ont un impact direct de plus en plus tangible sur notre santé. Ça peut être des pollutions chimiques, on en a déjà parlé, et vous nous avez parlé de ces pollutions électromagnétiques avec les dégâts du Linky. Et c'est là que je voudrais qu'on entre un peu dans le vif du sujet, parce que toutes ces maladies émergentes, difficiles à soigner, pour lesquelles j'ai l'impression que la médecine hospitalière ne dispose pas beaucoup d'outils. Mais elle ne dispose pas beaucoup de systèmes de thérapie parce que, à l'heure actuelle, nous sommes envahis par des plastiques résiduels qui sont apparus dans les années 55-60. Aujourd'hui, on en a lâché sous toutes les formes, c'est-à-dire les formes volatiles, les formes liquidiennes, les formes qui enveloppantes, c'est-à-dire les tuyaux, tout ce qui est plastique aujourd'hui. L'eau que nous consommons pour notre travail de la terre, c'est-à-dire les cultures des aliments, les cultures des animaux
il y a du plastique dedans, on en trouve dans la mer à des doses, surtout dans la Méditerranée, à des doses colossales, et donc ça nuit considérablement aux échanges électrochimiques ou électromagnétiques qui existent entre toutes nos cellules humaines. Et donc ça, l'hôpital n'a pas de réponse parce qu'il ne sait pas comment piéger, repiéger, refaire sortir les plastiques. Un seul exemple, c'est que les biberons à l'heure actuelle qui sont utilisés, qui sont en plastique, les Belges viennent de faire une démonstration comme quoi il existe des résidus de plastique dans le lait que les enfants boivent après avoir été réchauffé à 60 ou 70 degrés. Oui. Il y a des tas d'études comme ça qui sont effrayantes. Oui, alors les publications, c'est pas qu'elles n'existent pas. Les pollutions tous azimuts, elles sont chimiques, bien sûr, mais c'est par rapport à ce que l'on met dans les sols. Et ce qu'on met dans les sols, c'est pour augmenter leur productibilité, mais la productibilité, c'est pas le but recherché aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait rechercher à manger moins, à manger mieux. Mais ce n'est pas ce qui se fait, même dans le bio. Dans le bio, on ne fait pas tout à fait ce qu'il faudrait, parce que le bio, il commence à la naissance du bébé. Quand le bébé est né, on lui donne des biberons en plastique qui lui mettent à l'intérieur de son système respiratoire et digestif des microparticules de plastique, et ces microparticules, elles ne s'évacuent pas. En plus de ça, si les biberons, pour gagner un peu de temps, les chauffent au micro-ondes. J'ai fait une émission sur les perturbateurs endocriniens pour soulever le problème. C'est vrai que ça paraît, c'est désespérant. C'est désespérant. Moi, à mon âge, maintenant, je suis un peu désespéré quand je vois qu'à l'heure actuelle, des gens que j'aime bien et des gens que je connais bien meurent à l'hôpital gavés avec l'oxygène, alors que les cancérologues les plus investis dans la recherche ont dénoncé la nocivité de l'oxygène. Elle a été dénoncée par Paul Carton dans les années 1850-1900. Elle a été redénoncée par Louis-Claude Vincent dans les années 1900-1950. Et maintenant, je crois que plus personne n'y fait attention. Alors, si on doit rentrer à l'hôpital pour aggraver nos pathologies et en mourir, c'est pas la peine, autant se dispenser de faire des pathologies. Voilà. Et donc, ça, c'est un moyen de revenir à l'idée de prévention qui n'existe pas non plus. La prévention. C'est quoi la prévention? Mais la prévention, c'est utiliser les sons et les couleurs. Notre civilisation, aujourd'hui, elle n'utilise plus les sons et les couleurs. Dans n'importe quel pays que vous alliez, les gens sont habillés en noir ou en gris. Il y a quelques jeunes qu'on appelle excentriques qui sont pas du tout excentriques, c'est qu'ils sentent qu'ils ont besoin de couleurs. Ils ont besoin d'une musique qui soit différente. Sur les murs des villes, quand on voit des tags, c'est des tags souvent qui sont de couleur, bien souvent, mais bien sûr qu'il en existe de complètement sombres, noirs, gris, agressifs, alors que notre travail, c'est de faire l'harmonie des sons et des couleurs. Moi, j'ai écrit un livre dans les années 84, là, sur les sons et les couleurs. Les vêtements, les gens se promènent dans la rue avec je parle pas simplement de ceux qui viennent des pays étrangers. Ils sont en noir, en gris. Ça influe directement sur le visuel. C'est-à-dire que nos glandes cérébrales, les glandes endocrines, elles supportent très très mal. Et alors, dans la médecine chinoise, je rajouterais que si on prend les couleurs, eh bien, le rein qui est porteur de la peur et qui est l'organe qui permet de se nettoyer, de s'affranchir de la peur. La couleur qui est la couleur de fragilité, c'est le noir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui ont les reins fusillés, bousillés, parce que ils ont du noir partout. Ils portent des sous-vêtements noirs, ils portent des chapeaux noirs et des bonnets. Alors, par rapport à cette difficulté de communication entre les cellules que créent toutes ces pollutions électromagnétiques, le Linky, etc., quelle solution la médecine traditionnelle chinoise ou l'acupuncture peut-elle proposer? Bon, alors, l'acupuncture, elle pouvait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça, je le dis après l'avoir mesuré, elle pouvait
avoir des ambitions assez importantes, parce que l'acupuncture, l'utilisation des aiguilles d'acupuncture ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'environ 2 à 3 000 ans, peut-être un peu plus. Mais avant, l'utilisation de l'électromagnétisme était fait par l'utilisation d'aiguilles qui étaient en ivoire ou qui étaient en os ou en obsidienne, qui est une roche qui est électromagnétique par définition. Oui, voilà. Et donc, plus ça a été, moins on a fait des aiguilles qui étaient intéressantes. À partir des années 1990, on a commencé à faire des aiguilles dont le manche n'était même plus en métal, il était en plastique. Bon, donc à partir du moment où on enlève les deux métaux accolés l'un à l'autre, et ça, ce sont les scientifiques qui ont découvert ça. Moi, j'étais praticien, je m'étais bien rendu compte que les aiguilles qu'on nous fournissait à l'époque étaient pas de très bonne qualité, mais j'avais encore celle de mon oncle qui datait des débuts des années 1900, qui était dans des métaux d'excellente facture. Mais là, maintenant, les aiguilles que l'on nous fait, elles sont pratiquement toutes fabriquées, issues de métaux qui sont des métaux qui arrivent dans les usines de reconversion de Corée du Sud, où on fait fondre les résidus de trains, de voitures, de bateaux, et on mélange tous les métaux. Ce qui fait que maintenant, c'est plus deux métaux accolés à l'autre, c'est un mélange de métaux qui sont très toxiques. Et vous dire que c'est avec ces métaux que sont faits les aiguilles actuelles? Les aiguilles actuelles, je ne dirais pas qui c'est qui les vend, mais il n'y a plus que 2 vendeurs maintenant parce qu'ils ont éliminé tous les autres métaux. Et donc dans ces métaux qui inondent le marché des acupuncteurs, ils les font acheter par les malades pour dire vous ne risquez rien parce que ce sont vos aiguilles et vous vous servirez toujours des mêmes aiguilles. Mais ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire parce que ces aiguilles-là, elles sont faites avec des métaux recyclés, tout mélangé. Il y a de tout dans ces métaux et quelquefois ils sont radioactifs. Mais dites donc, mais c'est déprimant ce que vous dites. Mais c'est pas déprimant, c'est la réalité. C'est comme le sulfatage du maïs, comprenez. On est dans une solution à l'heure actuelle qui est sans solution. Et quand je dis sans solution, il faut chercher à revenir aux anciennes traditions, quelles qu'elles soient. Pourquoi elles étaient comme ça? Alors, pour rebondir sur la période actuelle, quelle est votre réflexion sur cet état d'urgence sanitaire que nous traversons? Moi, j'ai passé les 80 ans, je n'ai pas de réflexion d'urgence sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, les médecins, ils n'ont pas non plus d'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, elle est politique aujourd'hui. Elle n'est pas sanitaire au sens propre qui voudrait confondre le médical et le reste. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut que ça soit dit parce que les gens confondent l'urgence sanitaire avec l'urgence politique. Mmh. L'urgence politique, c'est que tonton ou tata veulent être plus forts les uns que les autres. C'est qui veut dire que chacun prétend avoir un point de vue qui est supérieur à son voisin. Tant qu'on n'aura pas placé, puisque c'est le cas en France, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Académie de médecine est placée au-dessus du pouvoir politique. Ah ben non, je ne savais pas cela. Eh bien voilà, je m'en doute, ça date de Pétain, ça, alors voyez-vous. Mais on l'a pas fait changer. Donc l'Académie de médecine prend une décision et elle le fait adopter par le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, ensuite, c'est à lui à diffuser ce qu'il a compris de ce que la faculté de médecine voudrait faire passer sur l'ensemble de la planète, notamment du pays sur lequel elle gouverne. En France, à l'heure actuelle, on voudrait nous imposer une vaccination obligatoire pour tout et pour tout le monde, ce qui est une dictature, non pas scientifique, mais médicale. Oui, on est bien d'accord. Dans notre réflexion moderne, c'est qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer en France. Le professeur Montagnier, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'exerce plus en France, il exerce à Shanghai. Donc, Benveniste, quand il avait démontré la mémoire de l'eau, il n'était pas le premier. Il y a des Chinois qui l'ont démontré, il y a des Japonais, il y a même en France, il y en a d'autres qui l'ont démontré.
Mais comme lui, il avait un poste très important au niveau de la diaspora française, on a tout fait pour le démolir. Mais nous, notre rôle et votre rôle à vous, parce que je vous mets dans la même course que nous à une modification de nos engagements par rapport aux générations futures, c'est qu'on a le droit et le devoir de dire ce que l'on a à dire. Donc, j'estime que, puisque j'ai déjà fait d'autres émissions radio ou télé, moi, je me gêne pas pour dire ce que j'ai eu, même si chez moi, dans mon domicile, on est venu me chercher des noises. Mais ça n'a jamais été bien loin, parce que j'ai dit l'affaire, je la porterai sur les journaux ou sur les écrans de façon médiatique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est vaincu par la peur, par notre peur profonde, par notre rein qui s'affaiblit de plus en plus, par notre pancréas, puisque j'ai des amis médecins ou des amis chirurgiens ou pharmaciens qui sont morts de cancer du pancréas. Ils étaient trop intègres, mais on n'est jamais trop intègre. Vous dites qu'il faut continuer de dire ce qu'on a à dire et de ne pas craindre les procès, de ne pas craindre les rétorsions. Oui, j'espère que vos auditeurs comprennent que les choses que l'on fait à l'heure actuelle par rapport au monde médical, on ne peut pas les faire à moitié. Oui, alors développer, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on fait une pathologie quelconque, il faut avoir le courage de dire je me suis soigné avec cette pathologie. Aujourd'hui, les vignerons ou les gens qui sont atteints par les pesticides parce qu'ils les ont utilisés à très grande échelle, il faut qu'ils aient le courage parce que quelquefois ils sont tellement épuisés et leur famille tellement découragée que personne n'en entend parler, même si ça se passe au Sénat, puisque je suis allé au Sénat pour défendre ces points de vue-là, la presse laisse ces choses de côté, ne veut pas s'engager. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser cette question parce que vous nous avez dit tout à l'heure, je me défendrai, j'irai devant les médias, mais est-ce qu'il y a vraiment une ouverture pour que l'on puisse s'exprimer ainsi dans les médias? Il y a François qui a essayé de s'engager. Oui, c'est vrai. Vous le savez sans doute, et ils sont attaqués de tous les bords. Oui, tout à fait. Alors bon, c'est pire encore ici, hein, je vous le dis, sur cette antenne. Oui, je vous comprends. Ah mais oui, je vous comprends. C'est encore pire que François. Il y a très peu de journalistes qui veulent se lancer dans cette culture-là parce qu'ils savent qu'ils ont des coups à prendre. Et moi, je m'en suis rendu compte il y a de très nombreuses années parce que j'ai des amis qui ont été condamnés, mais qui ont été ensuite portés l'affaire en appel. Et en appel, ils ont été relaxés parce que ça aurait été beaucoup trop loin. Bon, de toute façon, est-ce qu'on a d'autres choix? Est-ce qu'on a le choix? On a toujours le choix dans sa vie parce que la vie, de toute façon, elle se termine toujours par la mort. Et je pense que il faut mourir propre. Il faut mourir propre. Alors, pour terminer, je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez fait la promotion de l'enseignement de l'acupuncture pour les non-médecins au Canada, il me semble. Et je trouve intéressant pour les auditeurs d'entendre ce point de vue parce que bon, pour certains, la faculté de médecine est un label de qualité. Il y a aussi, le spectre, on en a parlé, de l'exercice illégal de la médecine. Pour d'autres, la faculté, c'est une fabrique de techniciens robotisés qui n'ont pas développé les qualités nécessaires à être un bon médecin, les qualités d'observation clinique dont nous avons parlé, l'écoute nécessaire à une bonne anamnèse, voir ce que la personne a de spécial, le contexte qui est le sien, etc. Alors pourquoi misez-vous sur les non-médecins? Pourquoi je mise sur les non-médecins? Parce que les non-médecins, ils mettent les mains sur les malades. C'est voir, c'est-à-dire les yeux, écouter les oreilles, sentir, c'est le nez, et toucher, c'est mettre les mains. Or, dans les non-médecins, il y a beaucoup de kinésithérapeutes. Moi, je suis sorti major de ma promotion de kinésithérapeute à Bordeaux en 1959. Et donc, dans ma promotion, beaucoup se sont dirigés vers l'ostéopathie, la naturopathie, l'acupuncture. Et dans ce que j'ai pu constater, certains ont fait d'excellents praticiens. Et d'autres n'ont pas eu le courage de continuer parce qu'ils ont été attaqués. Et quand on est attaqué, il faut avoir au moins des amis qui viennent vous défendre. Moi, je remercie les différents
médecins qui m'ont défendu chaque fois que j'ai fait des émissions de radio ou de télévision, parce que ce sont des gens qui occupaient des postes importants dans le cadre de l'ordre des médecins. Donc, les médecins, eux, ce qui fait un peu leur insuffisance par rapport aux malades, c'est qu'ils écrivent des ordonnances sans toucher. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on leur reproche, ouais. Parfois même sans regarder. Même quelquefois sans regarder. Alors, moi, je n'ai jamais crié haro sur le baudet, je n'ai jamais dit ça, mais tous ceux qui ont fait partie des écoles dans lesquelles j'ai participé, ils ont eu cette constance d'apprendre à faire les poux, à prendre les poux et à vérifier ce qu'ils trouvaient par les poux par des examens complémentaires. Je renie pas l'avancée de la science par rapport aux examens complémentaires, mais je les mets pas en premier. Je les mets comme examen complémentaire. C'est pas nous, les praticiens de médecine traditionnelle, qu'elles soient chinoises ou autres, ou tibétaines ou vietnamiennes, qui sommes des complémentaires. Ce sont les examens que l'on fait à l'heure actuelle à partir du sang, à partir des urines, à partir de beaucoup de choses qui sont complémentaires. Mais c'est pas ces examens-là qui sont les premiers à mettre en évidence. Ce serait mettre les choses dans le bon ordre et ça ferait gagner beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Ça changerait beaucoup de choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, on en est aussi loin que d'ici au pôle Nord. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à souhaiter pour améliorer la situation? Ce qu'il nous reste à souhaiter, moi, malgré mon âge et malgré les épreuves que j'ai eu à vivre dans ma vie, je suis pas un défaitiste. Je suis quelqu'un qui essaie de prêter mon concours à ceux qui veulent aller de l'avant. Il y a des écoles encore qui sont impliquées dans la reconnaissance des médecines traditionnelles, qu'elles soient chinoises, tibétaines, vietnamiennes ou autres, et qui s'engagent. Mais je suis prêt à leur accorder mon témoignage dans la mesure où ils peuvent être embêtés par l'ordre officiel. L'ordre officiel n'est pas l'ordre qui s'apparente à l'ordre cosmique, à l'ordre divin. Moi, je serais plus proche de l'ordre cosmique, même s'il est un peu, et voire beaucoup même, intellectuel, mais l'ordre divin, on ne peut pas le transgresser. C'est une très belle conclusion. Je vous remercie beaucoup, Gilles Lérisson. Merci, Béa, et merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir retenu ce que nous avons échangé ensemble. Et au plaisir de se rencontrer encore. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce voyage à travers la tradition, l'énergie, le mouvement, les émotions et la santé. Il existe d'autres voies plus humaines et plus pragmatiques de prendre soin de soi. Il existe des approches écologiques, capables sans doute de relever les enjeux de notre futur assombri. Le jeu en vaut certainement la chandelle et si j'ose dire, nous n'avons rien à perdre. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires et questions à santé en minuscule @e-du6r.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Béaba de Béabac. Ça y est, les arbres sont en fleurs. Profitons les amis, cela se fête. Tchin tchin. À la prochaine.